Bonjour et bienvenue sur la semaine digitale de l'efficacité et transition énergétique ETE en région Pays de la Loire. Nous sommes le 22 avril, nous sommes sur la 4e session de webinaire de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des aides financières. Donc pour aujourd'hui, la différence par rapport aux autres journées, c'est qu'on a uniquement des intervenants masculins. Alors ça, j'ai fait la liste, je m'en étonne. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une représentativité par la suite, mais on choisira de s'en assurer. Ça nous paraît important, notamment sur le respect de cette équité homme-femme. Alors, quelques consignes visio. Aujourd'hui, le webinaire vient de se mettre en enregistrement. Lorsque vous n'intervenez pas, coupez votre micro, s'il vous plaît, pour limiter l'empreinte numérique. Je coupe ma caméra dans la mesure du possible. Pour les échanges questions, donc, il y a la fonction de chat qui est disponible. Et pour vous identifier, pour les personnes qui apparaîtraient avec soit un acronyme ou quelque chose de particulier, vous avez sur votre vignette les 3 petits points qui vous permettent, comment dire, de vous renommer nom, prénom et puis éventuellement établissement de rattachement. Voilà. On en est à cette 4e session. Donc, si vous n'avez pas accédé aux précédents webinaires, sachez que vous pouvez les visualiser en replay. Et puis, nous allons demain terminer la semaine par l'offre de service du dispositif ETE, Efficacité et Transition énergétique, offre complète sur laquelle nous avons déjà commencé à présenter une ébauche mardi lors du fonctionnement du dispositif ETE. Le programme de la séquence sur les aides financières, donc les aides ADEME, sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, les C2E, donc certificats d'économie d'énergie, les généralités et spécificités de la commande publique, AODE pour autorité organisatrice de la distribution d'énergie, avec l'intervention d'un syndicat des énergies équivalents, la Banque des territoires, Caisse des dépôts, prêts et interacting, enfin un temps d'échange, questions-réponses et conclusions. On sera vers les coups de 12h30. Aujourd'hui, nous avons donc Johan Lelouch, chargé de mission MAP, qui est co-animateur, conseiller en énergie partagée, donc co-animateur de la séquence, Laurent Bézien, donc chargé de mission moi-même, efficience et développement durable, Bruno Gagnepin, notre correspondant régional ADEME, qui est interlocuteur santé en Pays de la Loire, Cédric Garnier, chargé de mission au CIDELA, syndicat d'énergie de Loire-Atlantique, sur la chaleur renouvelable, Bernard Jourdain, collaborateur en Nouvelle-Aquitaine, qui est le chargé du développement durable du CH de Niort. Il est le référent du dispositif efficacité et transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine. Et oui, on a cet équivalent également en Nouvelle-Aquitaine. Et puis Olivier Moreau, donc Banque des territoires, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bretagne, sur la transition écologique et énergétique. Quelques menus rappels sur les inscriptions, donc 90 personnes inscrites sur la semaine, soit 290 au total sur les 5 webinaires, une représentation à peu près équivalente. Aujourd'hui, plus de personnes toutefois inscrites, 71. Répartition des catégories d'établissements concernés, donc un tiers, on va dire, des centres hospitaliers, un peu plus, donc 45 sur des établissements médico-sociaux, profil personnes âgées et personnes porteuses d'un handicap, et puis 27 personnes de type institution ou autres qui sont également présents. Sur la répartition des statuts, c'est important de le souligner, de le rappeler, la MAP travaille pour l'ensemble des statuts juridiques, tous confondus, que ce soit public, privé lucratif ou non lucratif, et vous avez la représentation des participants à ces webinaires. Alors, je vais retenir cette fois-ci non pas la partie en verte, pour vous dire qu'il y a quand même une partie en bleu, le oui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui connaissent, je vais être dans le positif aujourd'hui, qui connaissent le dispositif, dispositif de conseil en énergie partagée, qui connaissent la base documentaire qui est liée. Alors, par contre, sur les acteurs territoriaux, il y a une méconnaissance notable sur laquelle on va s'appuyer pour justement mieux vous faire connaître votre écosystème. Sur le dispositif éco-énergie tertiaire, la journée d'hier, on l'espère, vous a permis d'en apprendre davantage. Et puis sur les aides financières, vous voyez, il y a quand même beaucoup, et heureusement qu'aujourd'hui nous avons cette séquence, il y a beaucoup à apprendre sur les aides financières qui seront utiles pour le dispositif efficacité et transition énergétique. Le glossaire, on essaie de vous l'envoyer en amont, il y a beaucoup d'acronymes, vous pourrez vous y référer. C'est important qu'on se comprenne bien sur la sémantique utilisée pour qu'on ne vous perde surtout pas et que ce soit clair comme de l'eau de roche si c'est possible à l'issue de la séquence et puis au-delà. Alors, la présentation du dispositif ETE, donc on n'est pas uniquement sur le dispositif éco-énergie tertiaire de la loi Elan, on est sur un dispositif régional qui part d'un dispositif de conseil en énergie partagée sur la gauche de votre écran, qui est présent en la personne de Johan Leloutre, avec un cofinancement ARS et ADEME Pays de la Loire depuis juin 2018, qui va s'arrêter à fin mai 2021, et ça fait un ETP,
donc un équivalent temps plein pour 1633 structures. Johan a pu en accompagner un certain nombre, il pourra vous en parler. Et aujourd'hui, il faudra de constater que ce dispositif de conseil en énergie partagée ne suffit pas pour répondre à la demande, d'où le besoin d'aller plus vite, plus loin, en s'équipant notamment, en s'entourant plus exactement de nouvelles ressources humaines, mais pas que, grâce à un cofinancement entre l'ARS Pays de la Loire toujours et la FNCCR, qui est intervenu lundi dernier notamment, pour arriver à des ressources humaines dimensionnées à peu près à 7 ETP. 7 ETP qui seront couverts non seulement sur la région, avec une personne ressource en région, mais également des acteurs de territoire entre les groupements hospitaliers de territoire et les syndicats d'énergie. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que vous voyez faire figurer un groupement hospitalier de territoire qui ne va travailler que pour les établissements publics de santé. L'enjeu, c'est que les GHT travaillent pour l'ensemble des statuts juridiques, tous confondus, publics, privés lucratifs, non lucratifs, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Nous sommes sur cette convention de juin 2021 à décembre 2023. Oui, et après, comment fait-on? Eh bien, déjà, on y travaille, notamment avec des partenaires, pour qu'on puisse vous proposer un projet à l'issue de 2023. Mais ce n'est pas que nous, MAP, c'est MAP plus vous tous, pour que nous puissions avancer ensemble sur l'efficacité et transition énergétique. Je vais laisser la parole à présent à Bruno Gagnepin de l'ADEME Pays de la Loire pour la présentation des aides financières sur les énergies renouvelables et efficacité et transition énergétique. On en a pour une vingtaine de minutes environ. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je travaille à la direction régionale ADEME Pays de la Loire, donc basée à Nantes, et moi je suis localisé au sein du pôle transition énergétique. Alors, je vais vous évoquer deux grands types de dispositifs de soutien. Un qui est celui qui fait l'objet de la première slide et qui se rapporte en fait donc à l'accompagnement et la diffusion massive et croissante de la chaleur renouvelable sur le territoire. Donc depuis 2009, en fait, l'ADEME a mis en place le fonds chaleur. C'est un dispositif qui est présent partout en France et qui concerne un large panel de bénéficiaires. Et donc l'idée, c'est au travers de ce dispositif-là de permettre une diffusion sur le terrain donc des équipements de production de chaleur renouvelable pour répondre aux besoins la plupart du temps de chauffage et d'eau chaude. Et ce dispositif est reconduit d'année en année avec des budgets réguliers et donc les objectifs sont croissants au fur et à mesure du temps. Donc, comme évoqué, donc le panel des dispositifs des bénéficiaires du dispositif est assez large, hein, ça va des collectivités, entreprises, associations. Alors, même si ce n'est pas dans le panel ici, ça concerne aussi les entreprises, tout ce qui est le domaine de l'industrie. Alors, on intervient à deux niveaux dans les projets. Un premier stade qui est pour aider donc les maîtres d'ouvrage à regarder la pertinence et les modalités dans lesquelles pourrait s'installer un projet de production de chaleur renouvelable. Et donc pour ce faire, il existe un premier dispositif d'aide qui correspond à l'accompagnement des études de faisabilité technique et économique. Donc on passe par un bureau d'études et avec des aides niveaux d'aide qui peuvent aller jusqu'à 70% des coûts plafonnés. Donc on plafonne à 100 000 euros les dépenses éligibles. Donc le taux d'aide varie selon la typologie du bénéficiaire, un peu comme toutes les aides classiques. Et donc on a des accès dédiés en fait sur notre plateforme de demande d'aide, qui est la plateforme Agir pour la transition. Donc j'ai remis dessous en fait les trois accès dédiés pour ce qui constitue les principaux vecteurs énergie renouvelable qui vont pouvoir être utilisés dans le cadre des établissements de santé, à savoir la biomasse énergie, géothermie et solaire thermique. Et donc, je peux ajouter à ce niveau-là que selon les territoires dans lesquels vos établissements sont situés, il peut y avoir une prise en charge partielle des dispositifs d'études de FESA par
les syndicats d'énergie. Donc, ça, c'est pour les collectivités. On a, je crois, le cas avec le CIDELA et avec le CIDEL notamment. Donc, éventuellement, l'intervention du CIDELA pour revenir sur ce point-là pour précision. Et donc, ceci permet de cadrer l'intérêt, donc la manière de faire le dimensionnement des installations. Et à partir de ça, si les signaux sont en vert, l'ADEME intervient à un deuxième niveau qui est pour vous aider financièrement à vous équiper avec ces installations-là. Donc avec des aides qui vont là aussi varier selon les cas et selon les technologies. Et donc une aide qui est aux environs de jusqu'à 45% des coûts éligibles et qui va être sur vraiment l'équipement de production. Là encore, on accède donc à ces aides via notre plateforme Agir pour la transition. Et là aussi, on a des accès différenciés selon les différentes énergies concernées. Alors, donc dans tous les cas, lorsqu'il y a des investissements qui sont aidés, donc il y a un accompagnement qui est mis en place et qui intègre notamment un suivi de performance des installations pour s'assurer que les niveaux de production ENR, donc les niveaux d'économie d'énergie qui sont attendus sont bien au rendez-vous. Et donc ça permet aussi de sécuriser le maître d'ouvrage derrière. Alors sur ces éléments-là, donc ce dispositif-là, le premier point d'entrée, c'est ce que j'ai indiqué en bas, donc ce sont les relais départementaux énergie renouvelable qui ont été mis en place depuis plusieurs années et qui s'adressent à la fois aux cibles collectivités et entreprises. En général, les syndicats d'énergie sont les relais qui sont plus dédiés aux collectivités. Et puis, on a d'autres types de structures qui sont plus en relation avec les entreprises. Et sont en général les relais vers qui on envoie les maîtres d'ouvrage, mais rien n'empêche de nous contacter nous aussi en direct s'il y a des besoins de précision ou si vous voulez travailler directement avec nous. Alors, l'autre type de dispositif que j'évoque, c'est donc un dispositif qui a été mis en place spécifiquement dans le cadre du plan de relance. Donc, il y a une durée de vie limitée normalement pour l'instant à la période du plan de relance, qui elle est censée aller jusqu'à fin 2022. Et donc, le dispositif qui existe donc là est, contrairement au précédent, limité à des bénéficiaires type TPE et PME, à toutes les formes juridiques, et avec donc derrière une limitation d'aide revue dans le cadre du régime de minimis Covid. Et donc, il y a, sur toute la France, donc il y a un budget de 30 millions d'euros qui est prévu pour accompagner un panel assez varié d'actions. Et le principe, en fait, c'est des aides forfaitaires qui sont comprises donc, sur une certaine fourchette de niveau d'aide et qui correspondent à des actions à la fois sur l'efficacité énergétique ou la préparation de l'efficacité énergétique, sur la mobilité, sur les déchets, pour aller dans ce qui peut vous concerner le plus directement. Donc, j'ai mis dans la slide quelques illustrations d'actions ou d'équipements qui peuvent faire l'objet d'aide au travers de dispositifs de tremplin. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne de manière logiquement relativement simple. Lorsque vous allez sur la plateforme Agir, vous accédez donc à une liste des actions qui sont éligibles et une définition de ces actions. Et là, je dirais l'entrée de votre code NAF, normalement, vous donne accès à ce qui est directement disponible pour votre typologie de structure. Alors non, là, au niveau de la direction régionale à l'ADEME Pays de la Loire, il y a une personne qui est dédiée à ce dispositif-là. C'est Madame Alicia Lachaise,
Donc, les coordonnées apparaissent en bas du slide. Mais a priori, ça n'a pas l'air lisible sous ma fenêtre. On Donc, le c'est voit vraiment la bien. personne qui est la personne ressource pour accéder à ce dispositif-là. Merci déjà Bruno. C'est important en effet que les établissements puissent avoir une personne contact, hein. C'est souvent la remarque qui peut nous être faite quand on est aussi bien à la MAP ou dans d'autres institutions, mais c'est qui notre porte d'entrée? Donc merci pour cette précision qu'on voit bien figurer à l'écran. Ok. Alors, j'aurais en complément quelques autres dispositifs qui peuvent être disponibles. Alors, un qui concerne plus bâtiment et qui est assez spécifique, donc qui concerne donc en fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les contrats de performance énergétique et le conditionnement qui peuvent être mis en place. Donc, on n'aide pas directement à la mise en place de ceci, mais on aide à des études qui préalables pour pouvoir mettre ceci en place. Donc, là, deux grands types de bénéficiaires et je dirais que ça les aides rentrent dans le cadre des régimes des études des systèmes d'aide aux études et donc avec un plafonnement donc, du coût des études à 50%. Et puis, donc, comme pour ce qu'on avait vu précédemment dans le cadre des études pour les projets chaleur renouvelable, donc on a un plafonnement des dépenses éligibles. Donc là également, au niveau de l'ADEME Pays de la Loire, il y a un contact dédié qui est M. Christophe de Saint-Georges. Donc, c'est bien lui qui était à contacter en priorité. Et donc, les coordonnées sont précisées sur le slide. Il est aussi localisé dans le même pôle que moi à la direction régionale. Donc, c'est un contact facile aussi. Et donc, s'il y a des besoins je dirais, de relais d'information, je peux aussi lui faire passer de mon côté. Et le dernier dispositif que j'évoquerai, donc il est spécifique sur une thématique, une filière énergie renouvelable. Donc c'est en fait un dispositif expérimental qui a été mis en place depuis 2019, mais qui a vraiment apparu sur la plateforme Agir depuis la fin de l'année dernière et qui est ouvert jusqu'à la fin de cette année. C'est un dispositif qui permet en fait de couvrir, en fait, qui s'adresse à la réhabilitation d'installations solaires collectives qui ont été mises en place précédemment et sur lesquelles je dirais, le maître d'ouvrage peut avoir une interrogation sur le fait qu'elles fonctionnent correctement ou pas, ou au niveau de performance qui était attendu. Et c'est un dispositif qui permet je dirais de le sécuriser à ce niveau-là, et puis aussi peut-être pour un maître d'ouvrage qui dispose de plusieurs bâtiments, plusieurs plantations, peut-être de pouvoir repartir aussi sur un nouveau projet de solaire. Et il couvre à la fois une partie audit qui permet de se rendre compte ou pas si les interrogations sont fondées sur le bon fonctionnement, et puis de faire des préconisations de travaux. Et dans un deuxième temps, donc, il couvre également donc, le chantier de réhabilitation qui est associé. J'avais une Donc là, petite les plafonds, oui. J'avais une petite question, Bruno, concernant la MOCPE et le commissionnement. Qu'est-ce que ça signifie en gros ces deux actions, pas forcément dans le détail, mais voilà, expliquer ce que c'est l'un et ce que c'est l'autre. Alors, donc là, on paye en fait une prestation d'un bureau d'études qui va aider le maître d'ouvrage déjà à voir je dirais les conditions dans lesquelles pourrait se faire la mise en place d'un contrat de performance énergétique sur son patrimoine. Et en fixant des objectifs, et donc en fixant ça avec lui, et à l'accompagner je dirais, dans la mise en place de ce dispositif, enfin, de ce CPE. C'est essentiellement le gros du travail qui est aidé au travers de ce dispositif-là. D'accord. Peut-être sur ce point-là, Bruno, on a en face de nous parfois donc, des organismes gestionnaires qui ont X établissements. On a des groupes qui ont pareil, hein, une maison mère et des filiales. On a du coup
plusieurs maîtres d'ouvrage, mais avec cette notion de groupe. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il est facile de mettre en place un AMO CPE dans le cadre d'une entité type groupe, que ce soit organisme gestionnaire, groupe privé ou autre? J'ai pas forcément la réponse, mais je pense que l'idée, c'est quand même dans ce qui est recherché aussi au travers de l'accompagnement sur ce dispositif-là, c'est d'essayer d'avoir plutôt des opérations structurantes. Et donc, j'imagine que ça doit être effectivement possible de le faire aussi à cette échelle-là. Mais là, je dirais que le contact de Christophe de Saint-Georges sera vraiment plus pertinent pour le vérifier. Je note toutefois la question et puis je reviendrai pour précision. Merci Bruno. Je continue sur la slide d'après si tu veux. Oui. Donc là, je vous ai effectivement parlé tout à l'heure d'une plateforme, la plateforme Agir pour la transition. Donc, c'est vraiment notre porte d'entrée pour tous les types je dirais, de structures, quelle qu'elle soit, qui veut faire une demande à l'ADEME. Donc, toutes vos demandes d'aide vont devoir être faites par ce biais-là. Donc, il faut vous créer un compte en fait lorsque vous arrivez sur cette plateforme. Et je dirais que les dispositifs ils sont dédiés pour chaque type d'action, que ce soit pour les aides aux études par exemple, ou les aides aux investissements. Donc, je dirais qu'il y a des filtres qui vous permettre d'accéder. Bon, en général, comme il y a quand même, c'est quelque chose qui évolue au cours de l'année en fonction, et puis aussi d'une année à l'autre en fonction de, je dirais, l'évolution des dispositifs. Le mieux, c'est qu'on nous envoie les chemins d'accès direct pour pouvoir éviter de vous perdre sur ces dispositifs-là. Et donc ceci, en fait, dès que vous créez un dossier de demande d'aide, nous, le côté ADEME, on les voit apparaître sur nos systèmes de gestion des demandes d'aide. Et donc, ça permet de vous accompagner au fur et à mesure je dirais, de votre parcours. Et sachant que ce dispositif-là évolue aussi au cours du temps, ça s'enrichit, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le cadre de la dématérialisation de nos systèmes d'aide et qui permet aussi une plus grande interactivité avec le maître d'ouvrage pour gérer les dossiers en cours. Alors, je terminerai juste, alors ça, c'est indiqué l'ADEME, mais c'est vrai que là, c'est plus une entrée côté BPI France. Pour certaines, le financement est abondé avec des aides de l'ADEME, mais c'est vraiment le point d'entrée BPI qui est l'entrée principale. Et donc, j'ai retenu deux grands dispositifs qui sont dédiés pour le premier au PME. Enfin, les deux sont dédiés aux PME et sont des dispositifs, je dirais, qui vont pour le premier essayer de vous permettre de vous aider à optimiser vos coûts, à voir comment essayer de faire des économies dans la durée et en ciblant les domaines d'action sur lesquels vous allez pouvoir travailler, que ce soit aussi bien au niveau énergie, matière et déchets. Donc là, je vous ai indiqué donc, le contact BPI au niveau Pays de la Loire. Et sur le deuxième dispositif, donc le premier dispositif, c'est un dispositif qui permet d'aller vers les études. Le deuxième, c'est pour l'acquisition en fait, d'équipements. Et donc, c'est un prêt avec un taux préférentiel qui permet de traiter les équipements d'éclairage, de froid, de chauffage et jusqu'à de la mobilité électrique.
Donc là, le contact BPI était les mêmes que pour les dispositifs précédents. Et je vous invite vraiment à prendre contact en direct avec cette personne-là. Puisqu'après, selon je pense que c'est le point d'entrée au niveau de la région. Et après, selon les territoires, il peut y avoir des contacts plus précis à avoir. Et donc, la personne vous renseignera sur je dirais l'adéquation de vos besoins avec ce dispositif-là, et puis aussi sur éventuellement le renvoi vers une personne dédiée chez eux. Très bien. Merci Bruno pour... il me semble que... Non, vas-y, il restait une slide, excuse-moi. Alors, encore ça, ok. Donc là, c'est vraiment un dispositif qui est spécifique du plan de relance. Là encore, donc, dédié aux TPE, PME, qui permet de faire des actions sur la rénovation énergétique. Donc là encore, c'est quelque chose qui va fonctionner un petit peu comme, qui est un peu dans l'esprit de tremplin, comme on évoquait tout à l'heure, avec une liste de travaux qui sont ciblés selon les typologies de structures et puis leur domaine d'activité. Donc là, c'est un dispositif qui est ouvert jusqu'à la fin de cette année. Et je vois pas j'ai plus en tête le contact. Le contact, c'est un lien qui envoie vers la page internet du dispositif France Relance, et on retrouve dans cette page la slide plus les contacts en fonction de notre localisation. Donc là, je l'ai mis plus pour information, parce que c'est vrai comme on n'intervient pas nous là-dessus directement, on porte ça à connaissance, mais on n'a pas forcément beaucoup d'informations plus précises à donner à notre niveau. Ça vient en complément de tout ce qui a pu être évoqué précédemment. Très bien, merci Bruno. Est-ce qu'il y a des questions, Yoann? Oui, il y avait une question de Madame Tételin de l'UGCAM. Nos établissements de soins ont un statut privé non lucratif, donc associatif. Sommes-nous éligibles aux aides ADEME présentées? Oui. Voilà. Parce que sur le fonds chaleur, comme j'évoquais, l'association est bien dedans. Et sur le tremplin, c'est tout statut de structure. Ce qu'il peut y avoir comme difficulté peut-être parfois pour les établissements, si je me positionne à leur place, c'est sur cette slide ici, c'est où sommes-nous? Alors, ça oscille entre entreprise et collectivité en fonction de votre statut juridique. Les établissements publics, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, se rapprocheront de la notion de collectivité à la droite de votre écran. Et puis la partie donc, associative et privée lucrative sur la partie du milieu, si je ne me trompe pas, Bruno. Oui. Alors, on peut aussi rassurer si vous cliquez d'un côté ou de l'autre sur l'accès, notamment aux aides fonds chaleur. Ça ne va pas changer grand-chose je dirais, sur l'arrivée finale sur les pages. C'est bien, l'accès est bien possible des deux côtés. Et après, de toute façon, lorsque vous créerez votre compte, je dirais que il vous sera demandé les informations pour vous identifier de manière correcte. Et après, nous, c'est-à-dire que par ce biais-là, lorsque le dossier est à traiter, on a bien les informations sur je dirais votre statut, et donc les niveaux d'aide auxquels vous allez pouvoir avoir droit. Peut-être un rapide récapitulatif, vu que du monde arrive en cours de présentation de Bruno. Rapidement, hein, tout statut juridique confondu, vous avez un projet d'énergie renouvelable sur du neuf. Il y a des aides sur les études et sur l'investissement. Et vous pouvez être accompagné. Vous avez du solaire thermique, vous voulez faire un diag sur l'existant pour l'optimiser, voir s'il fonctionne bien. Là encore, il y a des aides sur l'étude et sur les travaux qui peuvent être générés. Vous avez d'autres projets de travaux d'efficacité énergétique. Là, on peut retrouver le dispositif Tremplin, le crédit d'impôt France Relance ou une collaboration avec BPI France. Et enfin, si vous avez envie d'optimiser ou de rentrer dans un système de contrat de performance énergétique, là, il y a une aide pour un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage sur les CPE et le commissionnement. Ces contrats sont bien. Ils permettent de faire des gains d'énergie considérables avec de l'intéressement. On divise les gains. Cependant, il faut que celui-ci soit encadré, compris et suivi.
Et c'est là que l'aide ADEME permet de se lancer, on va dire, dans le bon chemin, dans la bonne direction sur ce type de contrat de performance énergétique. Donc voilà, et ça, pour l'instant, ce que Bruno a évoqué là sur ces 20 minutes, on est bien sur tout statut juridique confondu. Alors, hormis pour l'AMO, là, effectivement, où c'est vraiment dédié collectivité tertiaire publique. Mais c'est je dirais là où c'est la plus grande restriction. Okay. Autrement, c'est assez largement dédié. Ouais. Merci pour le petit astérix sur l'AMO CPE. Merci Bruno pour cette présentation qui était très claire et voilà, qui permet de bien recenser toutes les aides possibles au niveau ADEME et collaboration ADEME. Et comme j'évoquais tout à l'heure, effectivement, notamment dans le cadre du plan relance, il y a certains dispositifs d'aide qui ont des durées de vie variables. Il en apparaît aussi au fur et à mesure. Donc, ne pas hésiter aussi à revenir vers nous si vous avez des interrogations à ce sujet-là, parce que c'est vrai que tout ce que je vous ai évoqué là est valable concernant le plan relance à l'instant, mais peut évoluer dans l'année. Très bien. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation en effet assez large de ce qui est possible d'avoir comme aide financière, sachant que c'est un dispositif qui existe indépendamment du dispositif efficacité et transition énergétique que nous menons en Pays de la Loire. Enfin, ce n'est pas indépendamment, c'est de façon complémentaire, plus exactement, au dispositif régional ETE. À présent, nous allons prendre le temps avec Bernard Jourdain du CH de Niort d'avoir une présentation sur les certificats d'économie d'énergie et puis les spécificités de la commande publique. Bernard, n'hésite pas donc à me dire pour défiler les slides. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent et Johan de m'avoir invité à participer à vos travaux. Donc, je vais vous présenter ce qu'on réalise au centre hospitalier de Niort autour des certificats d'économie d'énergie. Certificat qu'on a mis en place depuis 2010. Donc, on peut passer à la suivante. Donc là, je vous présente les quelques actions que fait l'hôpital de Niort dans le cadre de sa politique de développement durable. Donc, nous évaluons à chaque fois nos démarches. Donc, on a fait des bilans carbone sur 3 ans. Donc, aujourd'hui, on est capable de montrer nos évolutions. On fait des plans Agenda 21, des plans de déplacement, des audits énergétiques. On a construit un bâtiment positif. Voilà, on a travaillé autour du gaspillage alimentaire. Là, je vous ai mis une liste des différentes thématiques sur lesquelles on travaille ou on a travaillé, en plus de ce qu'on travaille aujourd'hui avec Laurent sur nos 2 régions. Donc là, c'est les images des documents qui sont envoyés aux professionnels de santé de l'établissement quand on parle de changement climatique. Donc c'est l'agenda 21. Donc là, vous avez les images qui correspondent au projet. Donc, dans le cadre de l'agenda 21, on a des actions qui concernent la lutte contre les changements climatiques. Donc, vous voyez les actions qui sont poursuivre la réduction des consommations. Donc, dans ce cadre-là, on cherche forcément des aides financières pour réaliser ces actions. Donc, on peut se tourner vers l'ADEME sur certains projets, d'autres partenaires ou d'autres acteurs comme la région. Et on regarde au niveau des certificats d'économie d'énergie, qu'est-ce qu'on peut récupérer. La suivante, voilà. Donc, le dispositif des certificats, là, c'est les textes de loi qui rappellent tout le texte sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est la loi POP de 2005. Vous avez ici les grandes lignes de la loi qui oblige l'État français à faire des économies en termes d'émissions. Et donc, par rapport à ça, a mis en place ce qu'on appelle le dispositif national des certificats d'économie d'énergie, avec l'obligation aux fournisseurs d'énergie de récupérer un nombre suffisant de certificats par rapport à leur vente et leurs produits. Donc, chaque fournisseur a l'obligation de produire chaque année ou par période un quota de certificats d'économie d'énergie. C'est ce qu'on appelle les obligés au niveau national. La suivante. Par rapport à nous, donc, vous voyez que les fournisseurs d'énergie sont des obligés et qui doivent fournir ce qu'on appelle des CEE, des certificats d'économie d'énergie, qui se calculent en kWh Qmac. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, que c'est une formule assez spécifique. Le but, c'est que ces obligés doivent rendre compte des certificats qu'ils arrivent à négocier chaque année. Ces CDE sont attribués aux acteurs éligibles qui réalisent des opérations d'économie d'énergie. Donc, vous avez forcément les collectivités et donc les établissements de santé ou médico-sociaux. Vous pouvez bénéficier et être éligible aux certificats suivant les actions que vous allez réaliser.
les établissements de santé donc, sont bénéficiaires des certificats d'économie d'énergie. On est dans la fin de la 4e période. C'est des périodes qui sont construites par le ministère de la Transition écologique au niveau national. Chaque période donne des obligations au niveau national et des fiches et des projets à déposer. Donc, on est aujourd'hui dans la 4e période qui se termine à la fin de l'année 2021. Les négociations sont en cours pour la prochaine période qui va débuter l'année prochaine pour une période de 3 ans. Donc, vous voyez ici dessous, je vous ai mis le graphique qui donne l'importance des obligations. Vous voyez que depuis pas mal d'années, les obligations augmentent, ce qui fait que les personnes qui sont vendeurs d'énergie ont de plus en plus besoin de produire des certificats à économie d'énergie. Tous ces certificats sont construits autour de fiches qu'on appelle des fiches d'opération standardisées, qui sont sur le site de la T2E, vous trouverez le lien. Vous pouvez les consulter pour pouvoir voir, d'après vos projets et travaux, quelles sont les fiches qui peuvent rentrer et vous permettre de bénéficier des certificats à économie d'énergie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, je vous ai mis quelques chiffres, c'est sur le montant d'énergie, d'électricité que dépense chaque année l'hôpital de Niort. Donc, vous voyez en rouge les consommations, donc on est plutôt stable. Et en vert, la courbe du prix et l'augmentation du prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous payez une facture d'électricité, vous financez les C2E. C'est souvent ce qui a été dit, c'est-à-dire que le montant des factures a augmenté parce que la partie C2E était intégrée. Donc, n'hésitez pas à bénéficier des C2E par rapport à ça. Dans toutes les factures d'énergie, vous financez les C2E. Donc, essayez de déposer des fiches et de récupérer une partie de ces financements. La suivante. Donc, voilà, aujourd'hui, au centre hospitalier de Niort, voilà les thématiques sur lesquelles on utilise les C2E. Tout ce qui est isolation intérieure, isolation extérieure. Alors, on fait ça quand on a des grosses opérations. Si vous êtes à refaire 20 mètres carrés d'isolation intérieure, le temps que vous allez passer et le retour des financements ne va pas être un très gros gain. Donc, voilà. Vous voyez que vous pouvez isoler tous les tuyaux en termes de calorifugage. Isolation des points singuliers, c'est les grandes démarches qui sont en cours actuellement. Tout ce qui est menuiserie extérieure, ça a bien fonctionné il y a quelques années. C'est un peu moins rentable aujourd'hui. Ou alors, il faut passer en format fenêtre triple vitrage qui est un peu plus coûteux. Donc, des fois, ce n'est pas très intéressant. Après, vous avez forcément toutes les isolations de toiture, comble, toiture terrasse, tout ce qui est éclairage extérieur, tout ce qui est luminaire, éclairage parking. Et vous avez tout ce qui est éclairage intérieur sur les luminaires, les LED, et ainsi de suite. Donc, le mieux, c'est d'aller voir toutes les fiches qui existent pour le secteur et de regarder par rapport à vos projets lesquels peuvent rentrer dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant, suivant la taille de l'établissement, c'est vraiment d'avoir un référent qui soit sur les certificats d'économie d'énergie. Il y a besoin de suivre les fiches, il y a besoin de mettre des conventions, et puis quand vous vendez des certificats, il faut suivre toute la démarche pour pouvoir récupérer les euros promis. Donc, ce qu'on a fait à l'hôpital de Niort, c'est qu'on est parti d'un audit énergétique sur l'ensemble des bâtiments, ce qui fait qu'on a regardé ça avec toutes les fiches des certificats, donc on a un dossier complet par bâtiment. Et les ingénieurs aujourd'hui, quand ils réalisent des travaux dans les bâtiments, il y a un déroulé qu'on a mis en place. Ça veut dire qu'avant chaque commande, ils estiment les travaux au regard des fichiers 2E. Donc, ils ont une base de données qui est un lien partagé sur notre site Internet. Et donc, ils ont toutes les fiches disponibles. Donc, ils peuvent les consulter. Et à chaque fois qu'ils ont des travaux qui soient en correspondance avec les fiches, ils doivent les signaler. Ce qu'il faut aussi, ce qui est important, c'est que quand vous allez programmer les travaux, il faut que vos travaux correspondent aux critères qui sont indiqués dans les fiches. Ça, c'est important. Je donne un exemple. Si vous faites une isolation de terrasse et que votre performance d'isolant est de 3,5, alors que sur la fiche, c'est 4,5, vous n'aurez pas les certificats. Donc, il faut absolument que vos travaux correspondent aux caractéristiques techniques des fiches. Donc, une fois que vous avez ça, il y a des sites nationaux pour pouvoir calculer le coût en euros ou estimer vos travaux par rapport aux aides. Donc, il y a le site, je vous ai mis NRPro, il y en a d'autres. Une fois que vous avez ça, vous avez une base de recettes potentielles. Et après, c'est à vous de consulter des acheteurs certificats
soit votre SEM local, soit votre syndicat d'énergie, soit votre fournisseur d'énergie, qui sont des acteurs potentiels qui peuvent vous racheter vos certificats. Et donc, vous déclarez vos travaux et vous leur demandez de vous faire une estimation de vos travaux et des recettes concernant le certificat. Après, c'est à vous d'analyser les offres que vous avez, de prendre le plus offrant. En général, à l'hôpital de Niort, on consulte trois acheteurs et puis on prend le plus offrant au niveau des euros en termes de recettes. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette estimation, qu'on a retenu un acheteur, eh bien, on fait le bon de commande. Il faut vraiment tenir compte que le bon de commande ne peut pas être fait tant que vous n'avez pas le montant et la négociation et l'acheteur de vos certificats. Voilà. Si vous faites les travaux avant de faire la demande des certificats, vous ne pourrez pas en bénéficier. La suivante. Donc aujourd'hui, à l'hôpital de Niort, c'est moi qui gère toutes les demandes et toutes les démarches C2E. Donc je suis ça à chaque instant. Là, on a 3-4 dossiers en cours. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, s'il n'y a pas d'estimatif avant, de faire le bon de commande, vous ne pourrez pas en bénéficier, quoi. Certaines entreprises, sur certains produits, vont vous proposer d'intégrer la réduction des C2E dans la facture. Donc, ça diminue votre facture. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter des fournisseurs. Ce qui est le mieux quand même, c'est d'aller sur le site NRPro pour estimer le montant de vos certificats, pour vérifier si la réduction qui vous est accordée correspond bien à l'estimation des certificats. Une fois que vous avez réalisé la convention avec le prestataire qui est retenu pour les C2E, ben, faites le bon de commande, réalisez les travaux, et puis une fois que c'est fait, ben, vous pouvez mettre un type de recette pour votre acheteur du montant des C2E. Sachant que aujourd'hui, les dossiers C2E sont très, très regardés au niveau technique. Voilà, il faut vraiment mettre toutes les informations techniques des produits et des éléments par rapport au bon de commande. Sachant qu'aujourd'hui, pour nous, les C2E, donc, ils tombent dans le budget général de l'hôpital. Donc, on essaye régulièrement de les récupérer pour financer d'autres actions. Et ça comprend, juste rebondir sur cette dernière phrase, c'est-à-dire que tu arrives à flécher finalement par ce suivi toute recette liée à la performance énergétique pour les réinjecter? Alors, on essaye tout au parti, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas à quelques euros près. On essaye de récupérer une partie des sommes pour financer, je dirais, la transition énergétique ou le développement durable. Donc ça, c'est voilà, j'essaie de faire ça pour aussi créer une dynamique. C'est-à-dire que si on récupère, vous allez voir les sommes qu'on a récupérées, ces sommes-là ont permis de financer d'autres travaux. Donc, voilà, sur les certificats, beaucoup d'établissements ne les utilisent pas assez, vous perdez beaucoup d'argent, souvent. Il y a beaucoup d'actions dans lesquelles vous pouvez bénéficier. Et puis, il y a d'autres actions dans d'autres fiches que des fois, on peut déposer des dossiers spécifiques quand on a vraiment des gros dossiers de travaux. En plus, vous avez entendu parler depuis quelques jours du décret tertiaire qui arrive. Ça veut dire que dans le décret tertiaire, une grosse partie des travaux vont pouvoir être financés avec les C2E. Donc voilà, il faut intégrer cette démarche dans votre trajectoire de travaux et dans votre trajectoire de financement de travaux. Je le mets ici, mais essayez de résister aux fournisseurs de travaux à 1 euro. Globalement, si c'est bon pour eux, c'est très bon pour vous. Je parle financièrement, mais… Et puis, des fois, le suivi de travaux vous permet d'avoir des travaux de meilleure qualité que des fois les prestations qui vous sont proposées pour 1 euro. Et puis, sur les travaux à 1 euro, donner des travaux à des sommes importantes à une entreprise sans faire de marché public, juridiquement, c'est un peu la limite. Voilà. Donc, il faut être attentif à ça. Et puis aujourd'hui, donc, ce que je vous dis, c'est que nous, on va tenir compte des certificats dans le cadre du décret tertiaire. Donc, on regarde quel est l'outil qui va pouvoir nous permettre de construire cette trajectoire de travaux et cette trajectoire financière. Bernard, je reviens juste sur le troisième point en partant du bas. Quand on indique résister aux fournisseurs à 1 euro, si c'est bon pour vous, c'est très bon pour eux. On est d'accord? Ah ben oui, mais souvent, eux, ils te disent que c'est bon. Dans leur discours, ils te disent, voilà, c'est 1 euro, c'est pas cher pour vous, donc c'est bon pour eux. Mais c'est très bon pour nous parce que financièrement, si on revenait dans le détail, on s'apercevrait que des fois, on récupérait de l'argent. D'accord. C'est surtout ça que des fois, on dépense 1 euro, alors peut-être que vous auriez pu récupérer 4, 5 ou 10 000 euros.
Mais quand je dis que c'est bon pour eux, parce qu'ils ne mettent pas ça en avant, ils vous mettent souvent le fait que ce n'est pas cher pour vous, 1 euro. C'est noté. Avant de passer sur la partie, on va dire, plus chiffres et retour d'expérience, 3 petites questions, Bernard. Une de Aja. Vous m'entendez? Oui. Okay. Les C2E sont-ils applicables sur l'éclairage extérieur, entre guillemets, solaire? Alors, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Je ne sais pas si... En tout cas, pour les C2E, en tout cas, il faut respecter la fiche standardisée. Il y a des C2E sur de la LED. Voilà. Ensuite, il faut respecter la fiche standardisée. Après, qu'il y ait un petit panneau solaire en haut du mât ou pas, voilà, c'est pas vraiment là la question. Enfin, voilà, reprends-moi Bernard, hein, peut-être. Oui, c'est ça, tu as raison. Okay. Autre question de Samuel Virfollet du Mans. Hein, donc, la réduction sur les offres n'est pas conforme à la commande publique, entre parenthèses, DAJ 2013. La réduction sur les offres, c'est-à-dire Est-ce que Samuel, tu peux préciser ta question? Oui, vous m'entendez? Ah oui. Oui, très bien. Oui, en fait, on s'était beaucoup intéressé au sujet, donc on avait interrogé la DAJ et de ce qu'ils indiquaient dans leur document de 2013, qui est le seul en vigueur à ce jour, c'est qu'on ne pouvait pas accepter des offres qui intégraient la réduction, une réduction d'offres qui intégrait en fait des C2E, puisqu'en fait, il n'y avait pas une égalité de traitement des candidats. Et donc, on ne peut pas analyser le prix comme on devrait avec ce genre de prestations intégrées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Disons que, en général, le fournisseur, il te propose, nous, ce qu'on demande, on demande au fournisseur de nous faire une offre de prix classique. Oui. Donc, il nous fait une offre de prix. Là, par exemple, on a une isolation de toiture. On a demandé le prix classique du marché, par exemple, de la prestation. Nous, aujourd'hui, on est au courant des C2E. Donc, on va, nous, de notre côté, regarder le montant des C2E produits par l'isolation de cette toiture. Aujourd'hui, par exemple, c'est 9 000 euros. On a deux solutions. Soit on propose au fournisseur de déduire ça du montant de la facture et lui, à charge à lui de récupérer les C2E. Soit on va chercher un fournisseur, on fait une convention, ça nécessite un peu plus de temps. Voilà. Mais au départ, on analyse les prix par rapport à la base. D'accord. On compare ce qui est comparable, je dirais. Voilà. Et après, par contre, vous contractualisez, la mise au point du marché, vous contractualisez ça avec l'entreprise que vous retenez, si c'est eux qui prennent ou si c'est vous qui prenez. C'est ça, c'est ça. Okay. Alors après, c'est une négociation avec eux. Hein. Certains le font facilement, d'autres ne veulent pas s'en occuper. Ça dépend des... D'accord. Merci. Merci Bernard pour ces précisions et Samuel pour votre question. Il reste une question éventuellement, Johan, avant d'enchaîner pour ne pas prendre de retard. Ben, on continue à ce moment-là, Bernard. On est un petit peu juste sur le timing. Je te laisse avancer. Ben voilà, donc je vous ai mis ici quelques démarches qu'on a fait depuis 2011. Vous voyez à peu près, en 10 ans, ça a rapporté plus de 350 000 euros. Donc, on a financé de l'éclairage avec ça, on a financé des démarches de développement durable. Donc, vous voyez, il y a de l'argent qui est disponible, sachant qu'à chaque fois, vous êtes soumis à un prix qui est très variable. Hein. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à en faire, quoi. Et puis là, c'est deux projets qu'on a en cours, hein, qui sont estimés aujourd'hui sur des pompes à débit variable. Donc, voilà, vous voyez les montants des opérations et le montant des certificats. Je vous ai mis quelques retours d'investissement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Hein. Il faut savoir profiter, mais je pense qu'il y a d'autres exemples qui existent aujourd'hui en France, mais il ne faut surtout pas hésiter à les mettre en place, quoi. Et puis, vous avez aussi, pour votre information, donc UniHA et le RESAC ont lancé des offres autour des certificats d'économie d'énergie. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à regarder ce qu'ils proposent. Regardez si c'est intéressant pour vous, regardez les abonnements, les coûts, voir si à un moment donné, c'est des prestations qui peuvent vous permettre de réaliser et de récupérer des certificats d'économie d'énergie. Et voilà. Merci beaucoup Bernard. Voilà, donc voilà pour les C2E. Hein. Sachez qu'on a évoqué là une dizaine d'actions. Des actions, il y en a environ 50. Hein. Donc on a mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à les lire et les avoir en tête pour pas passer à côté. Merci beaucoup Bernard. Du coup, nous allons passer maintenant la parole à Cédric Garnier du CIDELA, Syndicat des énergies de Loire-Atlantique, qui va nous parler des apports financement liés aux AODE, Syndicat des énergies et équivalents. Bonjour à tous, vous m'entendez bien?
Très bien, merci. Ouais. Alors désolé pour le fond d'écran, je viens de constater en mettant la caméra que c'était un fond d'écran pour un autre webinaire. C'était pas celui adapté aujourd'hui, désolé. Bien, bonjour à tous. Merci Laurent d'avoir introduit au début le petit sondage parce qu'on montre bien qu'il y a besoin d'informations à la fois sur les acteurs et sur les aides. Et sur le côté acteur, c'est vrai qu'en travaillant dans un syndicat d'énergie, je me rends compte qu'il y a un vrai besoin d'information. Donc je vais me permettre au début de rappeler quelques principes entre guillemets de base. Aujourd'hui, le point commun entre moi et vous tous, c'est le réseau public d'électricité ou de gaz qui relie vos établissements sur le territoire. Ces réseaux, en fait, ces réseaux publics, ils appartiennent aux communes. Et les communes doivent les gérer soit directement, entre guillemets en régie, soit elles délèguent en fait la gestion de ces réseaux publics. Et elles le délèguent le plus souvent vers un syndicat intercommunal, donc comme un syndicat d'énergie, comme le CIDELA pour la Loire-Atlantique, le CIDEF pour la Vendée et autres. Mais sinon, ça peut être aussi au niveau du département, comme le département de la Sarthe, ou de la métropole, comme Nantes Métropole par exemple. Donc le point commun entre nous, c'est que lorsque la commune transfère la compétence de gestion de ces réseaux-là à un syndicat, en fait, nous devenons autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Alors, jusqu'à il y a quelques années, ce rôle-là, c'était, on va dire, résumé à être propriétaire des réseaux publics et de contrôler l'exécution des missions sur ces réseaux auprès des concessionnaires que sont Enedis et GRDF, c'est-à-dire faire du contrôle des travaux effectués ou de faire nous-mêmes d'ailleurs une partie des travaux, donc des travaux d'extension, d'effacement de réseau, voilà, de renforcement de lignes parfois, etc. Et depuis quelques années, les missions liées à notre statut d'autorité organisatrice se sont très largement élargies puisque nous travaillons maintenant sur les sujets énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie. Alors pourquoi maîtrise de l'énergie? Eh bien, en fait, la loi énergie-climat de 2019, elle a porté un article qui est intéressant et qui est résumé là dans le dernier paragraphe, qui dit que nous sommes habilités à réaliser des actions qui tendent à maîtriser la demande d'énergie des réseaux, des consommateurs finaux desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité. Donc les consommateurs finaux, c'est vous, en fait, c'est des particuliers, des entreprises et des collectivités. Et accompagner les actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur son territoire. C'est-à-dire que nous devenons en fait au cœur de la gestion de ces réseaux, et réseau n'étant plus simplement un lien entre une installation de production, une centrale électrique par exemple, et un consommateur final, mais on est bien au cœur des enjeux de ce qu'on appelle par exemple les réseaux intelligents, l'intégration des énergies renouvelables sur ces réseaux et globalement la maîtrise des besoins d'extension, de renforcement de ces lignes. Donc le petit schéma en bas résume un peu les rôles des uns et des autres. La collectivité est propriétaire des réseaux, qu'elle délègue ou pas, en tout cas elle est propriétaire à l'origine. La collectivité aussi met de plus en plus aujourd'hui des objectifs forts sur l'énergie et le climat, donc via des plans climat, énergie, etc. Vous faites tous établissement partie des consommateurs finaux, c'est-à-dire vous avez des besoins d'électricité, de gaz, de fuel et autres. Et en fait, nous, quand je dis nous, c'est nous, le CIDELA, les autres syndicats d'énergie, les départements, l'ARS, l'ADEME et la MAPES à nos côtés, sommes là pour vous accompagner, vous conseiller sur vos travaux, sachant que ces travaux auront un impact in fine sur les réseaux d'électricité, de gaz et sur globalement les impacts énergie et climat du territoire. Donc un dernier point, c'est que les syndicats d'énergie sur la région des Pays de la Loire, on va dire plutôt les autorités organisatrices de la distribution d'énergie sur les départements des Pays de la Loire, ont signé des engagements et des contrats avec l'ADEME notamment pour accompagner les projets d'énergie renouvelable. Ce qui nous amène à la diapo suivante, puisque en fait, nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des énergies renouvelables du Pays de la Loire, qui regroupe différentes compétences, différents organismes. Alors des compétences qui sont monothématiques, par exemple Atlan-Bois sur le bois énergie, Atlansun sur le solaire, ou à l'échelle territoriale, donc les syndicats d'énergie ou les départements, Nantes Métropole, ou des associations qui travaillent avec nous pour l'accompagnement des projets. Donc ce réseau, c'est un écosystème en fait qui est là à votre disposition pour répondre à vos questions sur les énergies renouvelables. On le fait tous de manière neutre, indépendante. On n'est pas là pour vendre une solution, on n'est pas là pour présenter une offre commerciale, on est là en fait pour répondre à vos questions
et faire surtout que les projets puissent sortir de manière, on va dire, qualitative et quantitative. Donc la première mission de ce réseau, c'est de vous informer, c'est des questions d'ordre général, c'est ce que je fais aujourd'hui là, c'est des webinaires, c'est des visites de sites. Faire émerger le projet ensuite, c'est de vous accompagner dans la réflexion, c'est-à-dire est-ce que votre projet il est tout simple et il vous faut juste des devis d'équipementiers, ou est-ce qu'il faut réfléchir un peu plus et lancer des audits énergétiques, des études de faisabilité, dans ce cas-là avec qui, comment, quel cahier des charges et quelles aides vous pouvez avoir. Ensuite, vous accompagner dans la réalisation de votre projet, dans son exploitation. C'est-à-dire on ne s'arrête pas au conseil avant travaux, on est là aussi pour vérifier que les projets qui sortent fonctionnent bien, répondent aux objectifs et voire aussi répondre à des questions que vous pourriez avoir dans le futur sur l'exploitation de ces installations. Un préalable, c'est que, là je parle d'énergie renouvelable, le mot d'ordre est toujours de ne pas faire une énergie renouvelable pour le principe de faire une énergie renouvelable, c'est déjà de savoir bien ce que l'on consomme, donc quels sont vos besoins et comment ils vont évoluer. Donc il est important de bien connaître ces besoins énergétiques et de les maîtriser. Et ce, d'autant plus que, on l'a cité tout à l'heure, le décret tertiaire, il est complètement dans cette logique-là, puisqu'il va de toute façon amener une bonne partie des établissements à faire des travaux de rénovation et de baisse de la consommation énergétique. Donc aujourd'hui, mettre une énergie renouvelable dans sa chaufferie ou sur son toit, c'est intéressant, mais c'est intéressant si on a bien pesé le pour et le contre, et notamment une échéance de 5, 10, 15, 20 ans. Donc on est là aussi pour bien avoir ce regard-là. On ne veut pas que vous vous précipitiez sur des fausses bonnes idées. Là, en ce moment, beaucoup de demandes vont par exemple vers le photovoltaïque. C'est très bien, vous pouvez en faire, mais en fonction de vos besoins et comment ils vont évoluer, il peut y avoir différentes tailles d'installation, faire de l'autoconsommation à 100% ou pas. Enfin, tout ça s'étudie en amont avant on va dire, de remplir son toit de panneaux solaires. Sur la diapo suivante, là, vous avez les contacts du réseau. Donc, on est sur toute la région des Pays de la Loire. Vous avez les différents contacts, donc des contacts soit de syndicats d'énergie, soit des collectivités, donc Nantes Métropole ou les départements, et des associations qui travaillent avec nous et qui sont là également pour vous répondre si vous avez des questions. J'ai une question, Cédric, qu'on me pose souvent. Donc, on parle souvent du fonds chaleur, de l'aide ADEME sur la chaleur renouvelable, donc le solaire thermique, le bois énergie, la géothermie et le réseau de chaleur. Qu'en est-il du photovoltaïque? Est-ce qu'il y a des aides là-dessus? Est-ce qu'on peut quand même se faire accompagner? Comment ça se passe rapidement sur le photovoltaïque? Alors, sur le photovoltaïque, en fait, ça va dépendre du territoire où vous êtes. Alors, moi, je vais citer ce que je fais moi, c'est-à-dire que je peux répondre aux questions sur le photovoltaïque. L'accompagnement, il est au niveau du conseil en amont, c'est-à-dire est-ce que c'est opportun ou pas, du dimensionnement éventuellement, puisque on peut réaliser ce qu'on appelle des notes d'opportunité, c'est-à-dire des petites études de préfaisabilité qui sont gratuites et qui permettent de cibler une taille de projet. Par contre, il n'y a pas de subvention derrière. Le modèle aujourd'hui du photovoltaïque, c'est clairement d'aller sur l'autoconsommation le plus possible, c'est-à-dire de bien dimensionner son installation pour que tout ce qui est produit en fait, soit consommé au niveau de l'établissement. Et aujourd'hui, le modèle économique, il est là. Donc, il n'y a pas de subvention. Alors, hors cadre exceptionnel, parfois, il pourrait y avoir, et sans que je le sache, des initiatives au niveau local ou départemental, voire régional sur d'autres régions qui apportent des soutiens, des subventions. Mais de manière générale, aujourd'hui, sur nos territoires, il n'y en a pas. L'accompagnement, il est vraiment sur le bon dimensionnement et la rentabilité se fait sur l'autoconsommation, et donc qui dépend de votre coût de l'électricité en amont, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Autre petite question dans la foulée de Mélanie Slick. Je sais que voilà, on parle de la région Pays de Loire, mais sais-tu, Cédric, s'il y a des réseaux d'énergie renouvelable sous cette forme ou autre forme dans d'autres régions en France, rapidement? Alors oui, en général, alors c'est très variable d'une région à l'autre, mais vous avez de toute façon des acteurs qui sont là pour vous accompagner. Pas forcément structuré comme on l'est en Pays de la Loire, mais par exemple en Nouvelle-Aquitaine, vous avez un réseau aussi qui est quasiment similaire et qui est aussi sous tutelle, j'allais dire, de l'ADEME et du Conseil régional. Donc oui, vous avez forcément quelqu'un pour vous accompagner dans toutes les régions. Le plus simple, c'est de vous tourner vers l'ADEME si vous n'avez pas d'autres contacts, et l'ADEME vous redirigera vers la bonne personne et le bon organisme pour le faire, si elle ne répond pas directement à vos questions.
Très bien, merci Cédric, je te laisse continuer. Merci. Avant d'aller sur la slide suivante, juste pour bien visualiser à l'écran, vous avez les interlocuteurs de demain sur le dispositif d'efficacité transition énergétique. Vous avez les 5 départements représentés et donc l'accompagnement que nous proposons s'appuie bien et sur les structures sanitaires de profil groupement hospitalier de territoire, mais également sur les AODE, autorités organisatrices de la distribution d'énergie. Donc les noms que vous avez aussi dans chacun de ces syndicats d'énergie, ce sont les interlocuteurs de demain pour vous, en lien avec les GHT et la MAP. Je laisse sur la slide suivante reprendre Cédric. Alors pour préciser un peu l'accompagnement et surtout pour faire le lien avec le thème du jour qui est l'aide que vous pouvez avoir. Bon, sur le volet émergence, je l'ai cité, en fait on est là pour vous conseiller, donc on a beaucoup de contacts en amont pour réfléchir à ce qui peut être fait. Et lorsqu'on arrive sur la partie plus de travail, on va dire, alors travail avant travaux ou pendant les travaux, là-dessus, vous avez différents niveaux d'aide. Pour moi, il est vraiment important de retenir que l'aide financière, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas le principal. Une aide financière attractive sur un projet qui est mal dimensionné, c'est certes très intéressant aujourd'hui. Vous avez l'impression de faire des belles économies, mais votre équipement, il va tourner pendant 20 ou 30 ans. Si il est mal dimensionné et que vous l'avez payé 2 fois le prix qu'il est nécessaire, vous n'avez fait aucune économie. Donc, c'est vraiment important de retenir que la première aide que vous avez, c'est d'être dans un écosystème où vous avez du conseil qui est là pour vous vraiment vous amener sur les bonnes démarches et le bon dimensionnement. Donc, pour dimensionner, en fait, on fait différentes choses. Sur le volet ENR, on fait ce qu'on appelle des notes d'opportunité. Donc, ça veut dire qu'on prédimensionne avec quelques ratios techniques et économiques quel serait votre projet d'énergie renouvelable. Quelle que soit l'énergie renouvelable d'ailleurs, sur la géothermie, du bois, du solaire, du photovoltaïque, solaire thermique ou photovoltaïque. Et ensuite, si cette note d'opportunité, elle vous amène à vous dire, bah voilà, je suis intéressé pour aller plus loin sur telle énergie, on peut vous accompagner dans des études de faisabilité qui sont en fait des études beaucoup plus précises, qui sont faites par des bureaux d'études, avec un cahier des charges qui est cadré par l'ADEME, avec des aides de l'ADEME qui ont été citées tout à l'heure par Bruno, qui sont entre 50 et 70%, plus souvent 70%. Et sur certains territoires, donc comme nous aussi des LAM et comme chez d'autres collègues, on a aussi des marchés groupés d'études qui vous permettent en fait d'avoir directement accès à ces prestations à un tarif que nous avons négocié, sur un cahier des charges que nous avons défini, avec des prestataires que nous avons sélectionnés et avec les aides de l'ADEME que nous avons gérées en amont. Donc c'est intéressant pour vous puisque ça allège en fait la procédure et ça vous permet d'avoir une prestation de qualité. Donc toutes ces aides sur la conception vous amènent à pouvoir prendre la décision d'investissement. L'intérêt, c'est que vous ayez toutes les informations disponibles. Ensuite, vous y allez pas, mais en tout cas, que vous ayez des informations objectives. Et là, vous allez avoir des aides qui sont sur les investissements. Donc, encore une fois, ce que précisait Bruno tout à l'heure. Et je vais citer quelques exemples après. L'intérêt de ces aides aux investissements, alors l'intérêt, évidemment, c'est de faire une économie, mais c'est surtout d'avoir un projet qualitatif. De toute façon, dans les critères d'aide de l'ADEME, vous avez des critères qualitatifs qui sont sur l'accompagnement, sur les équipements ou sur sa gestion. Donc aujourd'hui, un projet qui peut être pertinent, mais qui est géré entre guillemets dans son coin, même s'il est bien dimensionné, vous octroiera pas forcément des subventions de l'ADEME parce que vous n'aurez pas eu un accompagnement technique qui vérifie le bon dimensionnement. Vous n'aurez peut-être pas choisi la bonne chaudière ou votre équipementier n'aura peut-être pas choisi la bonne chaudière et n'ayant pas les performances souhaitées par l'ADEME. Donc, c'est différents critères qui sont à vérifier et nous sommes là pour les vérifier avec vous. Et ensuite, sur la partie valorisation, en fait, nous, ce que l'on souhaite, c'est accompagner des projets et que ces projets deviennent des vitrines pour initier de nouveaux projets. Donc là-dessus, en fait, bon, là, c'est pas du tout dans l'air du temps, mais on souhaitait faire des parcours de visite de site. Et on fait sinon des retours d'expérience qui sont sous forme de webinaires, de fiches qui sont consultables et tout simplement aussi de suivi de performance qui nous permettent d'alimenter des données et des ratios techniques et économiques. Voilà sur les différentes étapes. Et si on en arrive à la diapo suivante, on a quelques exemples concrets de projets qu'on accompagne. Alors, on accompagne tout type d'établissement, tout type de statut juridique et toute taille. Dans notre partenariat avec l'ADEME, en fait, même si nous sommes une collectivité au service des collectivités, en fait, nous accompagnons tous les acteurs publics ou privés. En gros, on accompagne, on conseille n'importe qui, sauf des particuliers.
Donc, association, établissement public ou privé à but lucratif, pour nous, il n'y a aucune restriction. Donc, des exemples de projets, on a accompagné du solaire thermique, vous avez des exemples de montants de subventions. La plupart de ces projets, on les a accompagnés aussi lors des phases d'études, donc il peut y avoir aussi des aides qui ont été sur les études de faisabilité. Je vais prendre deux exemples, les deux exemples du bas pour illustrer deux cas, j'allais dire, d'école. Le premier, en bas à gauche, c'est un centre de soins, donc c'est une construction neuve qui est portée en maîtrise d'ouvrage par le CHS de Blain, maintenant Epsilon. C'est typique d'un projet neuf, c'est-à-dire que en fait, les équipes de maîtrise d'œuvre n'avaient pas préconisé la géothermie. Tout simplement par méconnaissance du sujet, en fait, le dimensionnement n'était pas le bon et en fait, le surcoût était tel dans leur mauvais dimensionnement que la maîtrise d'ouvrage avait dit non d'office. Sauf que, en fait, grâce à l'appel à projet sur les ENR qu'on avait lancé fin d'année dernière avec la MAPES et l'ARS, voilà, la directrice m'a rappelé, on en a rediscuté et en fait, elle a vite saisi l'intérêt de lancer une étude et l'étude a confirmé qu'en fait, c'était la meilleure solution. Donc, en fait, cette étude, elle leur a permis de faire des économies puisque le coût de son énergie est moins cher, d'environ 8-10%. Elle a bénéficié de 48 000 € de subvention. Elle a un équipement qui a été bien dimensionné et en plus qui fait du froid actif, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de rafraîchir le bâtiment. Alors qu'une solution en aérothermie qui était préconisée, je peux vous citer des tas d'exemples où les bâtiments sont très bien conçus, sauf qu'au bout de 5 ans, il fait tellement chaud dedans qu'on met de la clim. Donc, c'est là où on voit bien l'interaction entre un porteur de projet, un maître d'ouvrage et le territoire, c'est-à-dire que ce bâtiment neuf, grâce à la géothermie, va consommer moins d'électricité, puisqu'il y a quasiment un facteur 2 entre l'aérothermie et la géothermie. Donc, il va soulager le réseau électrique et notre rôle à nous, c'est justement de vérifier que le réseau électrique n'aura pas, dans l'avenir, besoin d'être surdimensionné ou renforcé pour des créations comme ça. Et le deuxième exemple en bas à droite, pour le coup, c'est une MAEPA, c'est un bâtiment public qui appartient à la ville de Trignac et dans lequel il y a une association qui occupe les bâtiments. En fait, la ville de Trignac a des objectifs énergie-climat. Donc, elle a souhaité mettre du solaire sur la toiture de la MAEPA. La première idée a été de partir sur du photovoltaïque. Donc, tout a été étudié au début en photovoltaïque seulement. Et on a vite raccroché le sujet au solaire thermique, puisqu'il y a des gros besoins aussi d'eau chaude sanitaire. Et donc, on a réussi à faire évoluer le projet en 2 installations, solaire thermique et photovoltaïque, ce qui permet du coup au consommateur final, qui est l'association, de bénéficier d'une réduction de sa facture d'électricité, puisque le photovoltaïque va être autoconsommé, et de sa facture de gaz, puisque l'installation solaire thermique va permettre d'économiser du gaz. Et le cumul de ces deux solutions, sur l'électricité et sur le gaz, en fait, permet de réduire de quasiment 25% la facture d'énergie de l'association. Donc, on a un exemple très classique aussi de ce qu'on pourrait voir sur beaucoup d'établissements, avec des solutions qui sont relativement simples dans la mise en œuvre, puisqu'on ne touche pas à la partie chaufferie, on ne touche pas aux locaux en tant que tels, on est sur le toit. Et donc, c'est des solutions qui seraient très facilement duplicables sur beaucoup d'établissements. Et bien entendu, je rappelle quand même qu'il est toujours intéressant de maîtriser l'énergie avant de mettre de l'énergie renouvelable. Mais là, pour le coup, on a un exemple où on est à quasiment 25% de réduction de facture. Merci beaucoup Cédric pour ces éléments. Je crois qu'il y a une ou deux questions. Ce que je vous propose, merci encore une fois Cédric, c'est qu'on prenne ces questions à la fin pour laisser la parole à présent à Olivier Moreau, de la Banque des Territoires. Olivier, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. J'ai la main pour… Oui, alors, vous n'avez pas la main pour défiler, vous me dites et puis je défile. D'accord, merci bien. Alors oui, vous avez peut-être vu dans la première diapo là, que j'ai évoqué la rénovation du bâti public. J'y reviendrai. Alors, ah oui, excusez-moi, je croyais que ce serait l'autre diaporama qu'on verrait. C'est pas grave, je vais m'appuyer sur celui-ci. Un petit mot sur la Banque des Territoires pour commencer. C'est une marque en quelque sorte de la Caisse de dépôt et consignation. Hein. Donc en fait, juridiquement, c'est l'établissement public Caisse de dépôt et consignation, qui a regroupé sous la marque Banque des Territoires les activités qu'elle avait en direction, vous vous en doutez, des territoires. Nous avons une organisation
à maille régionale, c'est-à-dire que nous avons un réseau de direction régionale et ici, avec 2 implantations en Pays de la Loire, à Angers et à Nantes. Et ensuite, des équipes qui ont un territoire départemental. Donc, vos interlocuteurs, mais je pensais que vous verriez les noms, sont responsables à l'échelle d'un département. Ah oui, bah, les voici. Merci. Voilà les noms à retenir et à solliciter. Et pour ma part, Olivier Moreau, je suis en appui de ses collègues sur les sujets de transition écologique et énergétique. Voilà. Alors, si vous voulez, le rôle de la Banque des territoires en matière de rénovation énergétique, là je vais me focaliser évidemment sur le bâti public par opposition au bâti des logements sociaux qui sont une clientèle que nous connaissons très bien, mais par ailleurs et qui est très spécifique, ou du logement privé qui est encore un autre sujet. Donc, cette action, elle s'est d'abord formalisée dans le cadre du grand plan d'investissement, comme vous le voyez, et puis a été renforcée dans le cadre du plan de relance. Alors, avec deux sous-ensembles. Le plan de relance s'est concrétisé par le fait que notre prêt GPI Ambre a été, vu sa cible élargie, et élargie aux acteurs hospitaliers, alors qu'auparavant, il était limité aux collectivités locales. Excusez-moi, je suis un peu perturbé parce que ce n'est pas le diaporama que j'avais prévu, donc c'est un petit peu à l'envers. Ce que je propose autrement, Olivier, c'est que vous projetez le vôtre, vous prenez la main et vous projetez le vôtre. Non, mais c'est pas grave, ça va aller, je vous remercie. Donc, je vais commencer par les prêts pour vous dire que nous avons peut-être une spécificité qui est que, non, si vous voulez bien revenir au précédent, que la Banque des Territoires est peut-être, enfin la Caisse des dépôts, Banque des Territoires est connue pour ses prêts. C'est peut-être à ce titre que vous avez entendu parler de nous, mais nous ne faisons pas que ça, comme vous allez le voir. Et ces prêts ont la particularité qu'ils sont encadrés, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons à quelle clientèle nous pouvons les proposer, ni à quelles conditions spécifiques. Ça, c'est encadré par l'État, ministère des Finances. Et donc, il y a eu une discussion dans le cadre du plan de relance pour élargir les clientèles à qui nous pouvions proposer le prêt GPI Ambre, Ambre pour ambition rénovation énergétique. Et donc, j'en viens au fait que ça a été élargi aux établissements hospitaliers et d'ailleurs ainsi que, je cherche la formulation exacte, aux établissements de santé privés d'intérêt collectif, et il me semble qu'en Pays de la Loire, ça peut concerner l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Tout à fait. Voilà la cible de GPI Ambre, qui peut être sur ressources du livret A ou sur ressources autres, mais c'est essentiellement ça. Donc, il s'agit bien entendu de financer la rénovation énergétique de votre bâti. Encore une fois, ça s'adresse au secteur, soit aux collectivités locales, soit au secteur hospitalier. Alors, je vais maintenant focaliser sur l'intracting parce que c'était quand même l'objet principal de l'intervention. Pour vous expliquer de quoi il retourne ce drôle de mot. En fait, l'idée est d'accompagner des collectivités locales, merci pour l'affichage, et d'accompagner des collectivités qui veulent finalement mettre en place une logique d'amélioration permanente de l'efficacité énergétique de leur bâti. C'est un peu ça l'idée de base qui vient de Stuttgart en Allemagne à l'origine. Et intracting est un mot qui est lui-même la contraction de internal contracting. C'est l'anglais utilisé par les Allemands. Ça veut dire finalement un contrat interne
Et pourquoi ce drôle de qualification? Eh bien, en fait, ça se concrétise par le fait que l'organisme, souvent c'est une collectivité locale pour nous, mais dans le cas présent, ça peut être un hôpital, va dédier un budget spécifiquement à la rénovation énergétique. Et le but du jeu, c'est évidemment que ces actions de performance énergétique procurent des économies d'énergie, c'est évident, c'est le but. Et ces économies d'énergie, qui sont vertueuses en elles-mêmes, elles ont aussi l'avantage, logiquement, de produire des économies budgétaires, ce qui permet de reconstituer le budget en question, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut parler d'amélioration permanente. La ville de Stuttgart fait ça depuis plus de 20 ans, avec à chaque fois un peu plus d'ambition. Et nous nous sommes dit, Banque des Territoires, nous sommes demandé ce que nous pouvions apporter pour finalement contribuer à la généralisation de ce système, dans le but de hâter et d'accélérer le passage à l'acte, les travaux. Voilà. Et la réponse est de dire, eh bien, nous allons abonder ce budget de l'organisme. On va lui apporter des fonds qui vont lui permettre de réaliser les investissements. Ça se concrétise par une avance remboursable, à un taux très faible, puisque dans le cadre du plan de relance, il est maintenant de 0,25% l'an. Donc 0,25, vous voyez que c'est modique. Et nous pouvons apporter 50% du budget, mais même plus, et ça peut monter à 75%, voire à 100%, ce qui signifie pour des organismes qui seraient un peu juste en trésorerie ou qui auraient d'autres usages de leur autofinancement, de passer malgré tout à l'acte ou d'amplifier l'effort. C'est vraiment ça le but recherché. Voilà, donc fondamentalement, lean tracting, c'est ça. Ça prend la forme tout simplement d'une convention entre l'organisme et nous qui définit les modalités de versement et les modalités de remboursement. Alors, nous avons 2 points d'attention. Le premier, qui fait écho aux interventions précédentes et notamment celle de M. Garnier, c'est la définition des actions de performance énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veille à ce que ça s'appuie sur des études préalables qui vont permettre de bien calibrer les économies attendues. Parce qu'en effet, je suis bien d'accord qu'il ne s'agit pas de regarder simplement la dépense en elle-même, mais il faut faire le rapport entre la dépense et puis les économies qu'elles vont générer. Donc c'est pourquoi on s'appuie sur les diagnostics énergétiques. Vous avez vu qu'il y a des moyens de vous faire aider pour les réaliser. Et nous-mêmes, si nécessaire, on peut compléter le cas échéant. On est prêt aussi à financer des études de stratégie énergétique patrimoniale. C'est envisageable. Voilà. Et le deuxième point d'attention pour nous, c'est le suivi budgétaire et le suivi des économies réalisées. Donc, il est important que quelqu'un au sein de l'organisme soit non pas dédié, mais soit affecté à ce suivi. C'est important pour nous, vous comprenez bien, puisque ce sont les économies prévues et vérifiées qui vont permettre le remboursement de notre avance. Voilà, dans le cadre du plan de relance, vous voyez en bleu là, les modifications qui ont été introduites, donc le taux à 0,25 et puis la durée de convention qui a été portée à 13 ans maximum, qui permet évidemment… Alors, un champ de travaux assez large, peut-être le verrez-vous à la page suivante. Oui, voilà, merci. C'est les bouquets de travaux envisageables. Et vous voyez que c'est assez large. Alors, une petite précision, on n'envisage pas, dans le cadre de lean tracting, qui est un financement à échéance de 10, 12 ans ou maximum 13 ans, on n'envisage pas de travaux sur l'enveloppe.
Donc, on se situe plutôt dans le cas de bâtiments pour lesquels l'enveloppe est relativement performante et ne générerait pas beaucoup de gains en étant travaillé, mais où, en revanche, il y a beaucoup d'économies à réaliser en améliorant le système énergétique au sens d'installer des appareils de détection, d'installer des appareils de régulation, voire même de changer le système de chaudière, de radiateur. Ça peut aller jusque-là. Et vous voyez que le champ est assez vaste. Et nous sommes à peu près certains que le gisement, sur cette base-là, est très important. Voilà le genre de choses donc, qui est destiné à financer notre avance d'Intracting. Oui, alors je ne sais pas, là, vous aviez prévu de parler de l'Intracting classique, ce que l'on vient d'évoquer. Je vous laisse en quelques instants nous présenter l'Intracting sécurisé, si vous souhaitez. D'accord, j'approche du quart d'heure, c'est ça? Oui, on approche tranquillement du quart d'heure. Alors, il y a une variante qu'on appelle en effet Intracting sécurisé, qui est pour le cas où vous seriez en contrat avec un énergéticien dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Donc évidemment, lui, il s'engage, il fait les travaux, et il s'engage à une atteinte, et l'exploitation, et il s'engage à une atteinte de performance, un certain niveau d'économie d'énergie. Et là, notre avance d'Intracting va servir à payer le contrat. Et on dit que c'est sécurisé dans la mesure où c'est l'énergéticien qui s'engage à l'atteinte des performances. Alors, dans ce cas, il y a quelques nuances, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails, simplement vous dire que le taux, à ce moment-là, est à taux zéro de notre avance, mais qu'en contrepartie, nous demandons un partage des C2E dont M. Jourdain a parlé de façon très, très éclairante. Voilà, l'idée est que ça revient à un coût pour vous d'à peu près du même ordre, ou plutôt à une rémunération pour nous d'à peu près du même ordre, 0,25, quelque chose comme ça. Et on peut éventuellement financer l'assistance technique pour la valorisation des C2E, si nécessaire. Et je souscris tout à fait à ce qu'a dit M. Jourdain. Voilà pour l'Intracting sécurisé. Alors peut-être un mot, oui, merci. Cette fois-ci, il s'agit je voulais évoquer quand même un mot du marché de partenariat de performance énergétique. Alors, les marchés de partenariat, ce sont les anciens PPP. Ça n'a pas très bonne presse. Il y a eu des exemples malheureux. Malgré tout, ça a des vertus, notamment en obligeant à bien réfléchir sur toute la durée du projet, de sa conception jusqu'à la fin de l'exploitation, et en raisonnant donc en coût global. Et en ça, c'est assez vertueux. Et nous avons pris part à des marchés de partenariat, alors pas dans le secteur hospitalier, mais j'évoque les écoles primaires de Paris, une centaine d'écoles quand même, une quinzaine de lycées d'Alsace. Voilà, et c'est des exemples satisfaisants du point de vue des maîtres d'ouvrage concernés, enfin des collectivités concernées. Dans un cas, on était associé à Engie, dans l'autre à EDF, on n'a pas d'exclusif. Bon, écoutez, je ne développe pas plus sur les marchés de partenariat, mais sur des grosses opérations, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Le prêt GPI Ambre, je l'ai évoqué, et puis je crois qu'il y a une dernière planche voilà, qui évoque les autres prêts. Outre le GPI Ambre, il y a le prêt Relance Verte, auquel le secteur hospitalier est éligible et qui peut porter notamment sur la construction de bâtiments passifs ou énergie positive. Donc, dans le cadre notamment d'éco-énergie tertiaire, ça peut avoir du sens. Le prêt relance santé, ce serait peut-être plutôt pour des collectivités locales, pour des maisons de santé, cabinets médicaux. Et puis, pour le secteur médico-social, je mentionne le prêt phare, qui n'est pas neuf, hein, je pense que vous le connaissez, mais il est toujours disponible. Et pour cela, donc, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ceci, eh bien, vous pouvez contacter les collègues dont j'ai mentionné le nom, qui sont vos interlocuteurs locaux. Voilà, je crois que j'en ai fini. Peut-être si vous souhaitez le retour d'expérience d'Intracting avant une ou deux questions. Oui, vous avez raison. L'Intracting, on l'a commencé par les universités.
On le développe avec les collectivités locales, mais ça s'applique donc aussi au secteur hospitalier. C'est bien pour ça que je l'ai mentionné aujourd'hui. Et il y a une expérience qui est en cours. Alors, elle est un peu spéciale parce qu'elle s'appuie sur UniHA, qui a été citée tout à l'heure. Et elle porte sur une dizaine d'hôpitaux. Alors, il y a des CHU, Bordeaux, Nice, Grenoble, Lille, je crois, sur un centre hospitalier les hôpitaux de Libourne, de Grasse également, et puis sur un groupement hospitalier du nord de la France, Lens, La Bassée, Béthune. Voilà. Et il porte en particulier sur l'éclairage. Alors, bon, c'est un stade d'expérience pour l'instant. Et le but, c'est d'atteindre des économies importantes. Et j'ai mis le lien vers une adresse. Et je crois que à cette adresse, vous verrez une vidéo d'une personne de l'hôpital de Grasse qui me semble intéressante. Merci Olivier pour cette présentation. Je crois qu'il y a des questions Une question de Claire Bonneville de l'ADEME. Dans le cadre de programmation annuelle de budget, est-ce que l'intracting reste applicable? J'avoue que je ne comprends pas bien la question. Peut-être faudrait-il la préciser. Ou Claire à l'oral en direct? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors oui, je pose cette question parce que j'ai échangé récemment justement avec l'ingénieur qui est en charge du relamping sur Grasse et on parlait d'une préparation d'un webinaire sur l'intracting récemment et ça, il a soulevé la question de son côté en disant le problème dans les hôpitaux, c'est qu'on a une programmation annuelle du budget et lorsqu'on crée une bulle d'économie, enfin donc on crée une bulle d'économie d'argent, à un moment donné, cette bulle, elle n'est pas sanctuarisée quelque part et elle peut générer des envies de l'utiliser sur d'autres domaines. Donc voilà, la difficulté de l'intracting dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, est-ce que c'est applicable si on est dans le cadre d'une programmation annuelle et comment est-ce qu'on peut sanctuariser le dispositif, quoi. Oui, alors, peut-être en deux temps, Olivier, je veux bien en effet la réponse de vous, Olivier, et puis peut-être Bernard sur la partie C2E, parce que ça rejoint quand même la problématique de fléchage des C2E, il me semble. D'accord. Alors, je vais essayer de faire vite. Juridiquement, l'intracting, notre avance à nous, l'intracting, c'est le dispositif global. À l'intérieur de ça, il y a l'avance que nous faisons pour la mise en œuvre de l'intracting. Cette avance, juridiquement, c'est un prêt, donc son remboursement figure comme n'importe quel prêt dans votre budget. Mais votre question, c'est l'affectation des économies, comment les sanctuariser. Alors il est vrai que c'est une entorse au principe de non-affectation budgétaire. Ça se pose aussi pour les collectivités locales. C'est pour ça qu'en réalité, en tout cas pour les collectivités locales, je connais un peu mieux, c'est vraiment, ça suppose une démarche volontaire de la collectivité qui, dans le fond, s'engage auprès d'elle-même, puisque c'est un contrat interne, l'intracting, s'engage à, année après année, réaffecter, entre guillemets, les économies au budget d'efficacité énergétique. En réalité, rien ne l'y oblige. C'est une démarche volontaire, c'est un contrat interne. Alors, dans le cas du secteur hospitalier, j'aurais tendance à dire que le raisonnement est le même, à la nuance peut-être près de la tutelle budgétaire. Là, à ce stade, je ne sais pas vous en dire plus. On peut garder cette question claire, en effet, parce que je vois l'heure. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse y apporter réponse, puisque en effet, on a trop peu d'établissements sanitaires et médico-sociaux qui, aujourd'hui, bénéficient de ce dispositif d'intracting. Donc, on sera à l'écoute des retours d'expérience de par les autres territoires, mais aussi si des établissements, je sais qu'on a une réunion la semaine prochaine justement avec la Banque des Territoires et la Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour essayer de mieux véhiculer ce dispositif d'intracting. Donc on sera en capacité de vous répondre, mais peut-être pas tout de suite présentement dans le présent webinaire.
Merci Olivier pour cette présentation et des prêts et du dispositif Interacting. Nous avons mangé le temps des questions-réponses. En tout cas, on ne l'a pas tellement mangé puisqu'on l'a évoqué en séance. On a répondu au fil de l'eau. On a l'habitude de le faire sur les différents webinaires. Si vous avez quand même d'autres interrogations complémentaires, là, on a normalement épuisé les questions qui ont été posées. Si ce n'est pas le cas, Henri y répondra dans la foulée en faisant une fois aux questions des 4 et 5 webinaires que nous réalisons cette semaine. Et un mot pour conclure sur cette séquence. On a débordé de 3-4 minutes et on s'en excuse. Merci pour votre présence et votre attention. Donc, c'était le 4e webinaire aujourd'hui. Demain, dernier webinaire de la semaine sur l'efficacité transition énergétique avec l'offre de service du dispositif ETE, efficacité transition énergétique, les explications générales, le contenu envisagé. Très clairement, entre aujourd'hui et septembre 2021, il va se passer beaucoup de choses sur chacun des territoires. Il va falloir vraiment qu'on reste connectés tous et toutes ensemble. Pour ce faire, on vous propose déjà de vous inscrire à la newsletter MAP. C'est une démarche individuelle à faire de votre part pour rester connecté sur non seulement la partie efficacité, transition énergétique, l'efficience, le développement durable et aussi les autres thématiques de la MAP. Nous vous présentons avec le lien cliqué ici en bas à droite de votre écran l'offre de service MAP avec le calendrier des événements, journées, informations, webinaires, etc. Et enfin, si ce webinaire vous a plu, déplu, nous vous invitons à répondre au questionnaire de satisfaction du présent webinaire, sachant que pour les personnes qui participent également à celui de demain, il sera toujours temps pour vous d'y répondre dès demain, puisque vous n'aurez ainsi qu'à y répondre qu'une seule fois. Merci beaucoup aux intervenants de la journée, aux participantes, aux participants. On est ravis de voir que ces webinaires, il y ait une forte assemblée. Nous étions 50 aujourd'hui. On souhaite que vous soyez demain présents puisque le dispositif ETE, ça rassemble beaucoup d'acteurs. Et en l'occurrence, on aura tout au long des prochains mois, prochaines semaines à travailler ensemble sur la connaissance de ce dispositif complet. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci à Johan pour la co-animation. Merci aux intervenants et intervenantes. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.